C'est après avoir été obligé de fuir l'Angleterre en 1640 à cause d'un conflit entre le Parlement et le roi que Hobbes tente d'établir à quelles conditions un pouvoir politique peut être fort, stable et garant de la paix sociale. C'est donc sous le spectre de la guerre civile et de la révolte qu'il écrit un traité politique en 1642, puis en 1651, le Léviathan. Ouvrage aussi massif par sa taille que par son influence et sa postérité, ainsi nommé à la fois par référence au monstre biblique et à la puissance absolue qui doit être celle du souverain des hommes selon lui. Il n'est guère possible de proposer une étude complète en si peu de temps d'un ouvrage aussi conséquent. Je propose donc ici un itinéraire, un cheminement que j'ai reconstruit moi-même et qui, il me semble, permet d'aller directement au cœur de ce qui est important et de reconstruire l'absolutisme politique de Hobbes sans avoir à analyser la totalité des concepts développés par l'œuvre. Ce cheminement commence par une affirmation paradoxale et provocatrice. Le peuple n'existe pas. Comment justifier un tel propos? Pour Hobbes, rien de plus simple, il s'agit même de la logique la plus élémentaire. Ce qu'on nomme le peuple n'est bien entendu qu'une multitude d'individus. Or, peuple et multitude sont deux choses bien différentes. À vrai dire, le peuple se forme quand la multitude se dissout, quand elle parvient à supprimer les différences individuelles pour former une unité, un tout. Mais par quel miracle les individus cesseraient-ils d'exister en tant qu'individus pour former une totalité? Par quel miracle passerions-nous de multitude à peuple? C'est ainsi que Hobbes écrit « La multitude est par nature non pas une, mais multiple ». Cela est tellement évident qu'il s'agit d'une tautologie en bonne et due forme. Dire que la multitude est par nature multitude, c'est comme dire qu'on va monter en haut ou que le nain est petit. Après tout, ce n'est peut-être même pas une tautologie, mais plutôt une répétition. La multitude est multitude. Comment peut-on faire plus simple que cela, et surtout quel est l'intérêt d'un pareil truisme? Nous allons voir qu'il s'agit pourtant là d'une affirmation fondamentale dans la philosophie de Hobbes qui a de très lourdes conséquences. Et la force de son argumentation tient justement à ce qu'elle s'appuie à l'origine sur une affirmation qui semble tellement évidente qu'elle en est presque incontestable. Nous énoncerons trois conséquences majeures. En premier lieu, il faut bien comprendre que Hobbes fait référence à la multitude humaine et qu'il pointe du doigt ce faisant que l'unité du groupe est toujours, d'une certaine façon, fictive. Mais pour bien le comprendre, distinguons deux types d'unités, l'unité réelle et l'unité par agrégation. L'unité réelle est celle qui est indivisible et qui forme un tout doté d'une individualité. Mon corps est une pareille unité. Même s'il est composé d'organes, il forme une totalité qui a son unité propre. La preuve, c'est que la perte de membres est source de souffrance physique et psychologique, indice que l'unité corporelle est endommagée. Mais prenons un autre exemple, prenons un tas de pierres. Il n'est pas un au même titre que mon corps est un. Ce qui est réel avant tout dans le tas de pierres, ce sont les pierres individuelles. Et l'unité tas n'est formée que fictivement par une opération de l'esprit qui forme une synthèse. Le tas de pierres n'existe que dans la tête de celui qui le pense. C'est ce qu'on peut nommer l'unité par agrégation. Maintenant, comment ne pas voir que la multitude humaine ne forme pas une unité réelle, mais toujours et seulement une unité par agrégation? Les individus ne se dissolvent pas dans la totalité qu'ils forment, comme les organes s'unissent dans un corps. Tout comme dans le tas de pierres, ce qui est réel avant tout dans la société humaine, ce sont les individus. Voilà ce que Hobbes veut dire lorsqu'il affirme que la multitude est par nature multiple. Il met en avant le fait évident que la vie sociale ne supprime pas l'existence individuelle et a toujours pour racine et pour composant essentiel l'existence individuelle. En ce sens, il n'y a pas de peuple où le peuple existe au même titre que le tas de pierres, comme construction mentale, comme généralisation. Mais comment ça, le peuple n'existe pas? Nous avons bien une langue, un territoire, une culture, des valeurs communes. Cela est réel et en cela nous formons un peuple, dirions-nous. Si j'essaye de défendre Hobbes, je dirais que ce n'est qu'à moitié vrai. La façon la plus commune de construire l'unité dans la multitude est de repérer un ou des points communs. Disons la culture pour la multitude humaine. Mais pour Hobbes,
Un peuple ne se construit pas dans son unité à partir de la recherche des points communs entre tous les membres. Et en cela, il s'oppose au sens commun. En premier lieu, l'unité formée par le point commun est typiquement une unité par agrégation, construite par une opération de l'esprit. La possibilité de voir le groupe ne dépend-elle pas de votre capacité à reconnaître le point commun, à le mettre en avant, puis à mettre de côté les différences ? Cette opération de sélection et de rejet, qui surligne d'un côté et qui lisse de l'autre, c'est bien le fruit d'un jugement. Et en second lieu, le repérage du point commun, étant une opération de sélection et de réduction, ne saurait supprimer les différences individuelles qui laissent la multitude réelle intacte. Ce n'est que dans les dystopies que la communauté empêche l'individu d'exister en le forçant à se plier aux normes de la totalité. Ici, Hobbes est en totale adéquation avec notre époque. Ce qui est réel et ce qui est important, ce sont les individus. Quel que soit le groupe face auquel nous faisons face, la multiplicité humaine est irréductible. Bien, la diversité humaine est irréductible. Les groupes n'existent que de façon secondaire. Nous voilà du même coup en face d'un problème sérieux, problème qui traverse en réalité une bonne partie de la philosophie. Comment partir de cette multitude humaine pour former une unité sociale? La réponse proposée par Hobbes forme la seconde conséquence. Parce qu'après tout, faire société, c'est bien construire une identité commune. Lorsque la philosophie aborde la politique, elle révèle le paradoxe du fait social qui est à la fois unité et pluralité. Comment concilier ces deux niveaux contradictoires? Si on cherche l'identité commune, c'est sans doute parce que nous en avons besoin psychologiquement parlant, peut-être, mais c'est avant tout pour avoir la paix, pour ne plus avoir à craindre autrui. Si l'autre fait partie de mon groupe, alors j'ai une relation pacifique avec lui. Ne plus avoir à craindre autrui, c'est pour Hobbes ce qui nous pousse à chercher comment la multitude peut former une unité. Car cette multiplicité humaine est certes irréductible, mais c'est aussi un problème. Qui dit multiplicité dit confusion, compétition, divergence d'intérêts et, à la fin, conflit. Il est quand même paradoxal de voir que Hobbes s'efforce de faire de la multitude humaine quelque chose d'irréductible et de fondamental pour, juste après, chercher à la limiter. Si elle est bien irréductible et fondamentale, on a du mal à voir comment pourrait naître une unité. Et on pourrait avoir l'impression que Hobbes vient de se mettre lui-même un bâton dans les roues. Mais c'est sans compter l'arrivée d'un nouveau concept et aussi d'un nouveau type de personnage. Ainsi nous pouvons lire « Les humains en multitude forment une personne une quand ils sont représentés par un seul homme ou par une seule personne. En effet, c'est l'unité du représentant, non l'unité du représenté qui fait la personne une. L'unité dans une multitude ne peut s'entendre d'une autre manière. » La réponse au problème de la formation de l'unité à partir de la multitude, c'est le représentant. C'est le concept principal, second pilier du raisonnement ainsi proposé. Tout d'abord, ce qui caractérise le représentant, c'est qu'en tant que personne, il est une unité, contrairement à la multitude. Au fond, l'unité ne saurait tellement venir que de l'unité individuelle, que la seule façon pour la multitude de former une unité est de se faire représenter par un individu. La multitude tirera son unité de celle de l'individualité du représentant. On voit donc qu'ici nous sommes aux antipodes des théories qui voient la formation de l'unité du peuple dans le partage d'un point commun, d'une langue ou d'une culture. Pour Hobbes, c'est le représentant qui transforme la multitude en unité. En cela, c'est une véritable politique de la représentation, qui fait du représentant le moteur principal de l'existence sociale. En second lieu, le propre de la représentation, c'est que les représentés seront tenus comme étant les auteurs des actes et des paroles du représentant. C'est de cette façon qu'on substitue l'unité à la multitude. La multitude trouvera son unité au travers de celle de son représentant et sera considérée comme étant l'auteur des actes et des paroles de ces derniers. Nous disions que le peuple n'existe pas, mais il est temps de réviser notre propos. Si le peuple, c'est la multitude considérée en tant qu'unité, alors le peuple, en fait, c'est le représentant. Il n'y a pas d'abord un peuple qui se choisit un représentant. Pour Hobbes, il y a d'abord et seulement une multitude qui se constitue comme peuple par la représentation.
Les hommes ne sont que multitudes confuses sans l'acte de représentation qui forme leur unité. Il faut donc comprendre, et c'est là un point essentiel, qu'il n'y a pas de volonté populaire que le représentant devrait exaucer, car le peuple n'a jamais existé avant le représentant. La volonté populaire n'existe qu'au travers du représentant. Il ne doit pas écouter le peuple, puisqu'il est le peuple. C'est là qu'on doit distinguer deux types de représentants. Celui qu'on pourrait nommer le représentant porte-parole et de l'autre, le représentant décideur. Le premier n'est que la voix des représentés, le second est aussi leur volonté. Lorsque les lycéens d'une même classe préparent leur conseil de classe, ils se tournent vers leur délégué qui est leur représentant. C'est en effet lui qui incarne l'unité de la classe. Et ce qu'ils attendent de lui en général, c'est qu'il vienne recueillir leurs avis pour les exprimer lors du conseil de classe. Ils attendent de lui qu'il soit le messager, et seulement le messager, de la volonté d'un groupe déjà constitué. Ils attendent de lui qu'en tant que représentant, il s'efface pour n'être que le véhicule de la parole des représentés. En cela, le représentant porte-parole incarne la voix des représentés. Il suppose que la volonté du groupe est déjà constituée pour qu'il puisse la recueillir et la porter. Mais pour que cela soit possible, il faut donc déjà que le groupe forme une unité avant que le représentant n'advienne. Il faut que le représentant puisse discerner la volonté générale au-delà du capharnaüm des volontés individuelles. Dans le cadre politique, où il est question d'une multitude bien plus étendue que celle d'une classe, il n'y a pas moyen qu'une unité existe avant l'acte de représentation. Le représentant n'a donc plus pour rôle d'écouter et de transmettre ou d'appliquer, mais de décider pour, de faire émaner de l'unité de sa volonté, celle du groupe. Et en ce sens-là, le représentant décideur n'incarne pas la voix des représentés, mais il incarne leur volonté, et il est nécessaire lorsqu'il n'y a pas de volonté unie et claire chez les représentés. Lorsqu'il est nécessaire de décider pour eux parce qu'ils ne forment pas une unité. Sans aucun doute, le représentant dont parle Hobbes est bien un représentant décideur, qui construit la volonté du groupe car le groupe n'existe pas sans lui. Il est obligé de l'être, décideur, parce qu'il n'y a aucune volonté unie qui émanerait de la multitude et qu'il pourrait appliquer. Peut-être l'avez-vous déjà compris, il est pour Hobbes impossible de légitimer la désobéissance civile, et c'est là la troisième grande conséquence. Pour d'autres philosophes, comme Rousseau ou Locke, il est essentiel que la désobéissance civile soit possible. Elle joue en quelque sorte le rôle d'un joker. Si le pouvoir devient tyrannique, alors il y aura désobéissance. Mais plus profondément, la légitimité de la désobéissance civile, c'est peut-être ce qui distingue le pouvoir politique du simple exercice de la force. Le pouvoir politique est bien ce pouvoir paradoxal qui doit se faire écouter, qui doit contraindre, qui doit forcer, mais qui doit toujours s'exercer avec l'accord des personnes soumises à ce pouvoir. C'est ça qui est paradoxal. C'est que c'est un pouvoir qui s'exerce avec l'accord des personnes sur lesquelles il s'exerce. Si cet accord manque, il n'y a pas politique, mais simple rapport de force. Et Rousseau va dire, face à la force, il est légitime de répondre par la force. Légitimer la désobéissance civile, c'est souligner ce point. Le pouvoir politique, s'il s'exerce contre la volonté de ses sujets, n'est plus un véritable pouvoir politique, c'est un rapport de force, et en tant que rapport de force, il peut et doit être renversé par les sujets. Hobbes, en condamnant la désobéissance civile, n'est-il pas du coup en train de réduire le pouvoir politique à un pur rapport de force? Sa réponse est très simple, et s'appuie sur le développement précédent. On ne peut pas dire que le peuple est en désaccord avec le représentant, puisque la volonté du peuple est construite par le représentant. Il ne peut jamais y avoir d'opposition. C'est ainsi que Hobbes écrit « Quatrièmement, parce que chaque sujet est, en vertu de cette institution, l'auteur de toutes les actions et de tous les jugements du souverain institué, il s'ensuit que, quoi qu'il fasse, cela ne peut constituer une injustice pour ses sujets, pas plus qu'il ne peut être accusé d'injustice par aucun d'eux. Celui qui se plaint d'une injustice de la part de son souverain se plaint de cela même dont il est l'auteur, et donc il ne doit accuser d'injustice nul autre que lui-même. » Par cette fantastique pirouette conceptuelle qui lui a permis d'identifier le peuple au représentant,
Hobbes peut maintenant faire des justifications habituelles de la désobéissance civile quelque chose d'essentiellement absurde. Nous ne pouvons pas dire que le souverain n'écoute pas le peuple, il est le peuple. Et on l'a déjà dit, Hobbes est quelqu'un qui veut théoriser un pouvoir fort. Il produira toute une batterie d'arguments contre la légitimité de la désobéissance civile. J'en cite un autre, sur lequel je m'appuierai sans doute dans une future vidéo. On peut lire l'opinion selon laquelle tout monarque tient sa puissance d'une convention, autrement dit sous condition, procède de l'incompréhension de cette vérité simple selon laquelle les conventions n'étant rien que des mots et du vent, n'ont aucune force pour obliger, contenir, contraindre ou protéger quelqu'un. Dire que les sujets ont le droit de désobéir, c'est dire que le pouvoir n'est pas absolu, mais qu'il est conditionné. Si ces conditions ne sont pas respectées, alors la désobéissance serait légitime, pense-t-on. Mais dire cela, n'est-ce pas dire « tu obéiras si tu décides d'obéir » ? Mais obéir uniquement si je le veux, ce n'est plus obéir. Conditionner l'obéissance, c'est supprimer toute forme de pouvoir en réalité. Et c'est d'ailleurs de là que vient l'expression humoristique « il obéit quand il veut », sous-entendu « il n'obéit jamais vraiment ». Hobbes s'empare du paradoxe du pouvoir politique pour lui donner une réponse plus que terre-à-terre. Comment un pouvoir pourrait-il être un pouvoir si les personnes sur lesquelles il s'exerce sont libres d'y désobéir ? Sa réponse, c'est que pouvoir et consentement des sujets sont antinomiques. Le fond du propos, c'est qu'un pouvoir, pour être un pouvoir, doit par définition être absolu. Concluons. Nous avons donc montré en quel sens Hobbes défend une conception absolutiste du pouvoir. Nous sommes partis du fait logique selon lequel la multitude est par définition multitude et non pas unité. Nous en avons déduit que l'unité sociale ne saurait donc advenir que de celle d'un représentant, et plus encore que ce représentant devait nécessairement décider pour la multitude puisque cette dernière n'a aucune volonté unie et claire. C'est donc par l'acte de représentation, et non par le partage d'un point commun, que la multitude confuse devient peuple. Enfin, nous en avons déduit que cela revient à condamner toute forme de désobéissance civile, étant donné que le représentant construit la volonté du peuple, on ne peut pas dire que le peuple s'oppose au représentant. En cela, le pouvoir ne peut qu'être par définition absolu. Il y aura encore beaucoup de choses à dire et à développer, mais je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos pour revenir sur ces points. En attendant, merci d'avoir écouté et n'hésitez pas à poser vos questions.